Bonjour, bonjour, bienvenue à Canal Presse. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce jour pour débattre des questions d'actualité. Aujourd'hui, nous allons évoquer deux actualités majeures. Le carburant, la question de la discorde sur les prix d'augmentation à la pompe. On reparlera également de la participation des pays africains à la Coupe du Monde au Brésil 2014. Voici beaucoup plus en détail le sommaire de Ghislain Pierre-Essoni. Prix des carburants, on dirait que le gouvernement va à la messe le vendredi et à la mosquée le dimanche. 500 francs CFA de plus sur la bouteille de gaz de 12,5 kg, beaucoup moins sur le litre du carburant et du gazole. Par un communiqué du secrétaire général de la primature, la mesure est tombée en début de semaine, jetant un coup de froid sur la ville et sur le village. Explication gouvernementale, il fallait respecter les engagements internationaux. Et Yaoundé n'a que trop retardé, tant le Fonds monétaire international et la Banque mondiale avaient jugé excessives les subventions de produits pétroliers au Cameroun. D'ailleurs, a éclairé le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, ce sont près de 1500 milliards de francs CFA qui ont été engloutis depuis 5 ans et déjà 150 milliards pour le seul premier semestre 2014. Par la suite, une batterie de mesures ont été énoncées. Études d'augmentation du SMIC et des salaires des fonctionnaires, réduction des moitiés de certaines taxes communales. Mais la concertation gouvernement-syndicat a vu ces derniers claquer la porte. Le lendemain a été marqué par l'annonce d'une pluie de mots d'ordre de grève. Le constat aujourd'hui et qui se dégage est que la pilule est amère, très amère et difficile à avaler. Amère, car disent les syndicats et les consommateurs, la vie chère est bien repartie. Et pour les intellectuels, on se demande pourquoi c'est un communiqué pour modifier une loi, pourquoi c'est un secrétaire général pour signer au nom du Premier ministre. Le sujet divise l'opinion et on se demande s'il faille reculer ou avancer. Aidez-nous donc à comprendre. Mondial de Lyon, bis repetita. Le 2 juillet 2010, Michel Zoa, alors ministre des Sports, avait été face aux députés après la débâcle du Cameroun d'Afrique du Sud. Nous étions alors un vendredi. Vendredi 4 juillet 2014, les députés ont remis ça en demandant les comptes lors des questions orales au ministre des Sports et de l'Éducation physique, Adoum Garoua. Le fils de l'homme est apparu un peu contrarié, mais bon, il a répondu aux élus de la nation en attendant le 25 juillet, date butoir fixée par le chef de l'État camerounais pour que le Premier ministre lui rende compte. Les députés Martin Ouyono et Jean-Michel Nietzsche sont vraiment sans pitié pour Adoum Garoua. Sur la gestion financière, le bilan n'est pas prêt, mais monsieur le ministre a déjà annoncé que les restes d'argent seraient reversés au trésor public. Il a ajouté que la reconstruction est à l'ordre du jour dans son département ministériel. Fallait-il être au Brésil pour le comprendre? Et vous, messieurs, alors? Ce programme est un rendez-vous hebdomadaire. L'émission est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Suite FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Ghislain Pierre-Essoni. On accueille à présent les différents panélistes. J'accueille Félix Zogo, conseiller technique numéro 1 au ministère de la Communication. C'est bien cela, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une bonne nouvelle qui nous vient du côté du port en eau profonde de Kribi. On attend le premier bateau commercial entre demain et mardi. Oui, c'est effectivement une très bonne nouvelle. C'est, si vous voulez, la concrétisation, les aspects les plus marquants de la concrétisation de la politique de grande réalisation, car lorsqu'il y a quelques années, on va dire 2-3 ans, je crois, que le chef de l'État posait la première pierre de cet édifice, de cet important édifice, eh bien, le scepticisme qui est malheureusement devenu de règle dans certains milieux, avait fait croire aux Camerounais que c'était encore un coup d'épée dans l'eau. Alors l'arrivée de ce bateau parle d'elle-même. Et j'espère que à ce niveau, tous les sceptiques auront compris que cette politique de grande réalisation, en réalité, est une politique de grande réalité.
On attend de voir. Demain n'est pas loin. J'accueille le deuxième invité, Roger Betala. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Avec vous, on parle de l'avènement d'une monnaie africaine qui a rebondi lors du dernier sommet de l'Union africaine à Malabo. Est-ce qu'on peut s'attendre à un possible basculement? La monnaie, il y a deux paramètres dans la gestion d'une économie. Il y a le budget et la monnaie. Vous avez donc ces deux paramètres sur lesquels jouent les États pour lutter contre la pauvreté, relever les dépenses d'éducation et de santé, améliorer le bien-être des populations. Aujourd'hui, en Afrique, la plupart des États sortis des programmes d'ajustement structurel ont une même mise plus importante sur les budgets, c'est-à-dire sur les impôts. Il manque une autre variable qui est très importante, la monnaie. Si l'Afrique peut avoir une monnaie dont elle a la maîtrise, dont elle a la gestion, ça fait une arme supplémentaire pour faire face aux défis que doit affronter l'Afrique. Est-ce que c'est envisageable? Ce n'est pas seulement envisageable, je crois que c'est la voie vers laquelle il faut que l'Afrique aille. Avoir une même monnaie, ça augmente les échanges, ça permet la fluidité et ça permet aux États de pouvoir commercer plus facilement, aux citoyens de pouvoir passer d'un pays à l'autre. La libre circulation des personnes et des biens sera encouragée par une monnaie unique. Merci à vous, Roger Betala. J'accueille le troisième invité, Jean-Marc Bikoko, syndicaliste. Bonjour et bienvenue. Bonjour Bouba et bonjour à tous les invités de Canal, à tous les auditeurs de Canal 2. On évoque cette actualité du côté de l'Assemblée nationale où une proposition de loi a été déposée cette semaine qui concerne le règlement intérieur, la modification du règlement intérieur. Est-ce qu'on peut s'attendre, par exemple, après la modification de cela, à une mise sur pied de manière effective du Conseil constitutionnel? Disons que chez nous, il n'y a pas une orientation linéaire. C'est-à-dire qu'au Cameroun, ce n'est pas parce qu'il y a eu un événement qu'un autre viendra automatiquement. Non, il n'y a pas de la logique, c'est ça? Non, il n'y a aucune logique. La preuve, on a eu les élections en 2000, les élections des députés et autres, ou bien il y a eu élection municipale. On croyait que le président allait remanier son gouvernement. Depuis, on attend le gouvernement, les gens sont fatigués. Disons que les députés vont réviser leur règlement intérieur. Mais c'est même déjà qu'eux-mêmes, ils sont méfiants. Parce qu'on risque de leur enlever certains avantages et leur imposer des choses qui vont davantage les affaiblir. Parce que la logique, c'est d'instrumentaliser davantage les députés pour que ce soit de plus en plus une caisse de résonance. Merci Jean-Marc Bikoko. Cabral Libi est avec nous sur ce plateau. Cabral, bonjour et bienvenue. Merci M. Bouba, bonjour et je salue très cordialement et chaleureusement vos nombreux téléspectateurs et j'ai dit tout le plaisir à être là une fois de plus aux côtés de ces illustres personnalités de mon pays. Premier constat, on ne vous voit pas souvent en veste et cravate. C'est un événement aujourd'hui spécial qui... C'est vrai que je me serais attendu à tout, sauf à cette question-là d'entame. Mais écoutez, tel que vous me voyez là, comme dit quelqu'un, j'ai l'air de quoi? Vous voyez donc que finalement la cravate, ça peut m'aller aussi. Si je ne la mets pas souvent, c'est pas qu'elle ne me va pas. C'est juste que je ne l'aime pas beaucoup, elle me serre un peu le cou. Ok, merci Cabral Libi. Nicolas Sarkozy mis en examen cette semaine. Est-ce que c'est le début de la fin pour l'ancien président français? Écoutez, j'en sais rien. Juriste que je suis, je vous dirais d'emblée que lorsqu'on a instruit une affaire, il y a des principes qui demeurent, notamment celui de la présomption d'innocence, jusqu'à ce que la preuve irréfutable de la culpabilité de M. Sarkozy ou de tout autre citoyen dans un État démocratique ne soit établie. Il est présumé qu'il est innocent. Par contre, il y a peut-être un autre enseignement que je tire de cela, c'est celui de l'indépendance de la justice française. Nous qui savons tant aller prendre conseil à l'Élysée, et plus récemment encore sur les affaires de sécurité transfrontalière, nous y sommes allés au pas de course. Donc il est bien que de temps en temps, en revenant de là, que nous rapportions également ce type de pratique qui pourrait nous résoudre à nous ici beaucoup de problèmes, surtout au lendemain du rapport des États-Unis sur la justice au Cameroun. Je pense qu'il est à imaginer aussi qu'un jour, un chef d'État camerounais, après cette partie du pouvoir, réponde de ses actes
devant la justice. Et évidemment, dans notre contexte, la Constitution révisée récemment a éloigné cette éventualité. Alors, pourquoi lorsque nous allons en France, nous ne prenons pas exemple sur ce type de choses qui confortent la démocratie, rassurent les citoyens sur la qualité de justiciable de chacun d'entre nous? Vous savez ce qu'on dit, c'est beaucoup plus compliqué en théorie de droit, ipséité, altérité, égalité de tous devant la loi. Donc, je regrette simplement que ce genre de choses, nous les voyons seulement à la télé. Nous espérons que, comme nous y allons beaucoup ces derniers temps, prendre conseil, on prendra ce conseil, on va réviser la Constitution pour que M. Paul Biya, par exemple, un jour, vous savez qu'il y a beaucoup de procès pendant, en ce qui le concerne, notamment sur des questions de droits de l'homme, le commandement opérationnel et tout ça. Vous savez, il faut bien qu'un jour, et peut-être d'autres choses, vous savez qu'il y a la jurisprudence Marafa qui est très édifiante. On l'a condamné en lui disant, vous ne pouviez pas ne pas savoir. Donc il a espéré qu'un jour, d'autres personnes puissent nous dire s'ils étaient au courant ou pas du vol et du banditisme qui était orchestré par ceux qu'ils avaient nommés, par exemple. C'est que de l'éventualité, c'est des hypothèses. Merci, c'est le temps donné par Cabral Libye. Vous pouvez imaginer la suite du débat. On accueille le 5e invité, Boniface C. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour à vous-même, bonjour aux panélistes et bonjour aux téléspectateurs. Vous êtes un expert en économie de pétrole, c'est bien cela? C'est bien cela, M. Bouba. Alors, on ne parle pas de pétrole avec vous, un sujet d'entrée. Peut-être on aura besoin de votre expertise tout au long du débat qui concerne bien sûr la hausse du prix du carburant. Avec vous, on va évoquer une question qui concerne le sport. Samuel Eto'o, le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun cette semaine, on a appris à travers une certaine presse que son passeport avait été retiré. Quel est votre avis sur cette actualité controversée? Vous savez, M. Bouba, le football suscite bien des passions. Alors, c'est un sport qui ne devrait en fait n'être qu'un jeu, mais dont les enjeux ont dépassé les premières motivations qu'avait ce sport-là quand il avait été créé. Parce que il faut dire qu'au départ, quand le football a été créé en Angleterre, c'était pour s'amuser, pour se divertir. C'était un divertissement. Et maintenant, les enjeux financiers que le football a eu tout au long de l'évolution du contexte qui a entouré ce jeu-là, puisqu'il s'agit d'un jeu, a fait en sorte qu'il y ait d'autres convoitises qui se soient élevées et qui maintenant sont érigées en règle. Et c'est là où le bas blesse. En fait, ce n'est plus le football en tant que jeu attractif qui est prédominant, mais il y a d'autres enjeux financiers surtout qui se sont rattachés et qui ont dominé la motivation première qui avait été dévolue à ce jeu-là au départ. Une traduction, il y aurait eu de la manipulation autour Je de ne cette dis pas information. qu'il y a eu de la manipulation, mais le fait qu'il y ait ces enjeux-là a amené les gens à penser qu'il était possible qu'il y ait eu manipulation. C'est ça que j'ai dit. Donc, parce que le contexte a maintenant changé. D'un simple contexte de divertissement, on est maintenant à des enjeux qui dépassent même parfois des pays tout entiers, parce que la FIFA est devenue une institution mondiale qui est très très puissante et qui est supranationale et qui dicte la loi à certains États, surtout les États africains qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers et qui comptent sur la FIFA pour pouvoir développer leurs infrastructures sportives, pour pouvoir développer, améliorer l'organisation de ce sport-là dans leur pays. Pour donner plus de précision sur cette question, les avocats de Samuel Eto'o ont apporté cette semaine un démenti formel sur cette question. Ils ont déclaré que Samuel Eto'o se trouve du côté de l'Italie avec sa famille. Vérification faite, effectivement, Samuel Eto'o serait en passe de signer un contrat avec l'AS Roma du côté de l'Italie. On marque une pause juste pour également prendre l'actualité telle que traitée par les autres confrères. C'est la revue de la presse. Pour vous et pour nous, Debo Harley Andébé. Le 23e sommet de l'Union africaine tenu à Malabo a débouché sur l'importante décision concernant notamment la paix, la sécurité et l'agriculture en Afrique.
une voie de sortie en République centrafricaine s'est dessinée sur la base d'un dialogue inclusif préconisé à l'initiative du président de la République. Hot News évoque justement cette position du chef de l'État camerounais qui croit que la force africaine en attente ne peut plus attendre et la capacité africaine de réponse immédiate aux crises devrait être opérationnelle sans retard. Le sommet de Malabo, pour l'anecdote, est donc un tournant décisif pour l'Afrique parce qu'au-delà du renforcement de la lutte contre l'insécurité et la relance de l'agriculture, il se manifeste une plus grande solidarité entre les États. Une solidarité agissante dont le pionnier n'est autre que Teodoro Obiangema Bazogo, celui-là que l'hebdomadaire Émergence compare déjà à Muammar Kadhafi, eu égard à ses positions et ses actions purement panafricanistes. L'actualité sur l'après-sommet de l'Union africaine a été perturbée par celle liée à Samuel Eto'o, son audition à la police et le retrait de son passeport selon le jour. Mutation entre les lignes reprend que le capitaine des Lions Indomptables a déféré à une convocation du délégué général à la Sûreté nationale avant de s'envoler pour Paris. Des proches du Goléador, son passeport n'a donc pas été retiré. Beaucoup l'avaient cru rentrer dans son pays natal après la débâcle des Lions Indomptables au Brésil, que non. Volker Fink revient au pays ce 7 juillet. C'est que selon le Popoli, le technicien allemand sera reconduit pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui se tient au Maroc dès janvier prochain. Et ce malgré la piètre prestation au Brésil. Une piètre prestation qui s'apparente à la situation du pays, constate l'hebdomadaire aujourd'hui. Sur l'état réel du Cameroun, rien ne marche, dit Guy Zogo. Voilà peut-être pourquoi l'enquête prescrite par le chef de l'État souffre de conflits d'intérêts. Le financier d'Afrique propose que le Parlement et la justice indépendante de l'exécutif établissent les responsabilités de cette humiliation qui n'honore pas un pays pourtant pétri de compétences. Et voilà l'actualité des Lions Indomptables absorbés par la hausse des prix du carburant et du gaz domestique. Le gouvernement capitule devant les injonctions des bailleurs de fonds, dit le messager. L'action justifie que le gouvernement entend à travers cette hausse générer des ressources additionnelles pour soutenir de nombreux projets dans les domaines infrastructurels, la santé, l'éducation ou l'emploi. Des précisions d'un ajustement des prix, dit l'action, qui s'explique par l'augmentation des salaires des fonctionnaires, la revalorisation du SMIC et la baisse de moitié des coûts des titres et autres taxes du transport. Au tribunal criminel spécial, une affaire de 600 000 litres de carburant embarrasse les cas de la SCDP. Pour Kalara, le parquet estime disposer d'éléments de preuves solides sur l'implication présumée des 6 cadres dans le vol de ces carburants qui a fait perdre plus de 332 millions de francs CFA à cette entreprise. L'enquête se poursuit, tout comme celle de l'affaire Bapes-Bapes. Le juge d'instruction rouvre le dossier pour audition des co-accusés du ministre qui ont passé près de 5 ans de détention gratuite. L'instruction porte autour de 342 millions de francs CFA, représentant le corps du délit et qui sont imputés aux accusés. Louis Bapes-Bapes, accusé principal dans cette affaire, ajoute notre confrère, n'a pas été convoqué. On parle des finances publiques avec Repère qui constate que les comptes spéciaux de l'État, cette niche budgétaire de 400 milliards de francs CFA en 5 ans a été gérée en marge d'orthodoxie en matière de dépenses publiques. Sur la vaccination contre la poliomyélite, notre santé jette un pavé dans la mare. Les vaccinateurs jettent les produits dans la nature, gonflant artificiellement le nombre des enfants vaccinés. Dans l'aire de santé d'Mbala 5, ici même à Yaoundé, notre confrère dit avoir été accompagné par une riveraine au tréfonds d'un des bas-fonds très peuplé où 2 jeunes vaccinatrices se seraient débarrassées des produits dont la rigole en gardant les flacons vides. Le monde est formidable. À dimanche. Des beaux Harley en DB, le monde est vraiment formidable. On prend la première thématique du jour consacrée au carburant, la hausse des prix, de la discorde. Le super qui jusque-là coûtait 569 francs est passé à 650 francs par litre, soit une augmentation de 81 francs. Le gasoil, 520 francs, est passé désormais à 600 francs par litre, une augmentation de 80 francs. Le gaz domestique, 6 000, est passé à 6 500. Je vous pose la question à vous en premier, Monsieur Félix Zogo. L'augmentation du prix du carburant et du gaz domestique était-il, on peut dire, est-ce que c'était évitable au vu de la situation actuelle? Non, ce n'était plus du tout supportable et donc cela n'était plus évitable. Vous savez que ces prix avaient été bloqués depuis 2008, mais qu'avant 2008,
régulièrement, on avait procédé, je crois mensuellement, aux ajustements, à des ajustements sur les prix des carburants et du gaz domestique. C'est-à-dire qu'on essayait autant que possible, par le biais de la CSPH, de procéder aux péréquations nécessaires pour que les prix à la pompe soient corrélés avec les prix sur le marché mondial. Alors, face à la situation sociale qui s'était manifestée en 2008, on a procédé donc au blocage. On a procédé à un blocage qui a duré 6 ans. Il a duré 6 ans, et au bout de 6 ans, évidemment, on comprend que la facture, la douloureuse, ne puisse plus être supportable, ni pour les finances publiques, ni pour le bras séculier de l'État dans ce domaine qui est la Sonara, qui pratiquement aujourd'hui est en passe de déposer son bilan. Donc à partir de là, il fallait procéder à cet ajustement, c'est d'autant plus que, et ça ce sont des études tout à fait fiables, hein, je pense, puisqu'elles ne sont pas, on ne nous fera pas le reproche qu'elles soient de nous au Cameroun, de l'administration camerounaise, la Banque mondiale, certes l'Institut national de la statistique l'ont bien démontré que ces subventions qui sont des subventions non ciblées sur les prix, eh bien qu'on pouvait relativiser l'effet de ces subventions sur le niveau des revenus des ménages faibles. On parle de moins de 1% des ménages pauvres qui ont pu bénéficier de cela, et pour le carburant et 2,5% pour le gaz. Donc à partir de là, l'idée ici, c'est de poursuivre les réformes macroéconomiques pour pouvoir conforter la croissance au sens global, et en même temps réorienter les économies budgétaires dégagées du fait de... il faut mentionner que pour le moment, la subvention continue d'affecter ces prix, et puis donc réaffecter ces économies budgétaires vers des activités économiques beaucoup plus prioritaires et donc beaucoup plus susceptibles de soutenir la croissance globale. Alors, Roger Betala, à qui profite, on va le dire trivialement comme ça, ces augmentations? Il faut d'abord expliquer les augmentations. Il s'agit en fait d'une politique économique. Au sein du gouvernement, il y avait deux tendances. Il y avait une tendance qui était pour la réduction des subventions, et une autre tendance qui disait qu'il faut maintenir les subventions. Et la tendance qui disait qu'il faut maintenir les subventions, elle estimait que ces subventions-là permettaient le soutien de la petite économie des entreprises. Ça permettait à ces économies-là de faire face à leurs charges. Et l'État a donc, pendant les 5 dernières années, soutenu cette option-là. Donc ce que je veux dire aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est que la décision de modifier les prix du carburant terrestre est d'abord et avant tout une décision de politique économique. C'est-à-dire qu'il y avait une politique de subvention dont l'objectif était de soutenir les entreprises et certains ménages qui sont fragiles, afin que ces entreprises-là puissent se mettre en forme et puissent soutenir la concurrence internationale. Il y a les PME, il y a même les ménages, il y a même le secteur informel. Et aujourd'hui, l'État s'est dit, 5 ans après, ces entreprises-là ont une petite solidité qui leur permet de faire face davantage à la réalité de leurs charges. C'est pour cela que l'État décide non pas de quitter la subvention, comme l'a dit le Conseil technique, mais de réduire de 35% le soutien que l'État avait pour ces prix-là. Parce que c'était 224 francs que l'État soutenait en ce qui concerne les prix moyens du gasoil et du super. C'est passé à moins 81 francs. Donc jusqu'à présent, l'État soutient encore pour près de 140 francs le prix de ces denrées. C'est pour permettre à l'économie, pour qu'il n'y ait pas un clash, à l'économie de varier de façon douce vers un niveau où ces prix-là pourront être absorbés par l'économie nationale. La question fondamentale aujourd'hui est celle de savoir, est-ce que cette variation-là peut être absorbée par l'économie? Est-ce que l'économie ne va pas clasher? Est-ce que l'économie va soutenir cette variation? C'est ça la question de fond. En ce qui concerne les subventions, la politique est là, il y a les subventions, mais l'État a décidé de desserrer légèrement les taux compte tenu de l'évolution du budget de l'État, compte tenu de l'évolution de la politique économique, et que c'est surtout et avant tout
une décision de politique économique? Alors, une décision de politique économique, j'ai vu Jean-Marc Bikoukoko, vous regardez, vous écoutez très attentivement. Vous ne semblez pas partager l'avis de Roger Betala sur son développement tout à l'heure. Disons que, vous savez, j'apprécie souvent la CRTV et tous ceux qui travaillent pour ce média, parce que je ne sais pas si on leur impose souvent un certain nombre de conduite, une conduite de pour que leurs analyses concordent avec les analyses du gouvernement. À supposer même que tout ce qu'ils disent est vrai, c'est-à-dire que l'État subventionnait les prix, parce que nous, dans les analyses que nous faisons, on ne croit pas trop à ces subventions. Parce que le Cameroun, nous dit-on, produit du pétrole brut qu'il vend sur le marché mondial. Il ne le raffine pas. Donc, chaque fois qu'il y a augmentation des prix, ça devrait nous profiter. Parce qu'on ne va pas dire que parce qu'il y a évolution des prix au niveau mondial, ça nous pénalise. Il y a du profit dedans. Qu'est-ce qu'on en a fait? Depuis 2008, donc, l'État, au vu des troubles qu'il y a eu, a pris celui de supporter. Mais quand on sait qu'un État doit prévoir et anticiper, depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que l'État a pris comme mesure pour que ces subventions qui pèsent sur le budget de l'État ne pénalisent pas le petit citoyen? Parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce que l'État a fait, la seule information qui est passée au journal à 20h disant que les prix augmentent a fait que le transport Yaoundé-Fouquet était à 350 et dit à 500. Qui transport 300 pour Mbankomo est à 500. Et sans compter les autres domaines. Donc, est-ce que les mesures que l'État a prises permettent, dont nous disons que ce n'est pas une politique économique? Parce que le Cameroun a pris des mesures. Si c'est donc une décision de mesure économique, la CSPH doit disparaître. Parce que justement, la CSPH a été mise en place avec une prélévation d'un montant fixe de 120 francs sur le prix du carburant pour la péréquation. Alors, cet argent continue d'entrer. Mais pourquoi l'État n'a pas réuni toutes les dispositions pour maintenir les prix? Parce qu'on sait que l'État n'a pas la capacité de contrôler les prix. Et le marché va s'auto-réguler lui-même et l'inflation va flamber. Donc, pour nous, la question de politique économique, et le fait même que ce soit le secrétaire général du service du Premier ministre qui a signé le communiqué, est symptomatique de ce qu'il doit avoir eu un débat terrible là-bas et des gens habilités à signer l'acte qui devait prendre, augmenter les prix, ont dû se rebiffer. Donc, pour nous continuons à dire que jusqu'à présent, nous demandons que cette décision qui s'est mise en application sans que nous ne comprenions comment ça s'est fait que le soir à 20h, un communiqué passe à la radio et le matin, les prix montent à la pompe. Il faudrait qu'on y revienne. On va revenir à Boniface Zé tout à l'heure, le temps de prendre d'abord l'avis de Cabral Libye. Comment comprendre par exemple que l'augmentation des prix soit directement entrée en vigueur et que les mesures d'accompagnement soient reportées à plus tard? Non, ça s'inscrit dans ce que nous avons toujours qualifié de gouvernance par embuscade. Vous savez, monsieur Bouba, je suis conscient de ce que je fais aujourd'hui partie de la catégorie de personnes qu'on dit être constamment en danger. Du fait du choix que nous avons fait de ne pas imposer à nos méninges le travail de travestissement de la vérité et d'abrutissement des masses. Cette augmentation n'aurait jamais dû intervenir aujourd'hui. Et pas de cette façon-là. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas arrêter de subventionner. D'ailleurs, aucun partenaire social ne l'a dit. Je parle sous le contrôle de M. Bikoko, dont j'ai lu et écouté les interviews depuis des années. Personne n'a dit de ne pas arrêter la subvention. Pourquoi? Parce qu'en politique économique, et je parle sous le contrôle de M. Betala, la subvention est une mesure conjoncturelle. Mais lorsque vous l'inscrivez à durée indéterminée et de façon ascendante, elle commande automatiquement une réflexion de fond pour rationaliser l'économie et trouver un mécanisme définitif. Donc, une subvention n'a pas vocation à être éternelle dans une économie, de toute façon. Elle vise la restructuration. Et évidemment, on commence à penser aux mesures d'accompagnement le jour qu'on institue une subvention. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays à peu près normaux. Au Cameroun, on a institué une subvention.
On a annoncé des choses. Il y a même eu des débats avec des partenaires sociaux. Des propositions ont été données. En réalité, tout le bavardage que nous développons aujourd'hui, c'est juste parce qu'il y a une actualité, il faut qu'on en parle. Tout le monde sait. D'abord, je ne reviens pas sur ce que vous venez de dire tout à l'heure. Qu'on sait très bien que ça coûte cher. Vous avez évoqué tout à l'heure, M. Zogo, les travaux de rendu public en 2007. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand le FMI nous apprend que non, c'est-à-dire que 70% des subventions profitent à 40% de personnes qui ont des revenus élevés et que seuls 20% parmi les plus pauvres ont 1% de cette affaire. Ça date de 2007, ce rapport. Depuis ce temps-là, qu'a fait le gouvernement? Ce gouvernement a laissé la structuration des prix intacte. J'ai lu le document qu'ils ont rendu public et j'ai vu le renoncement que le gouvernement a enfin accepté de l'ordre de 1% par-ci, 1,5% par-là. Depuis tout ce temps, pourquoi le gouvernement ne l'a pas fait? Autre chose, vous me dites, vous savez très bien que dans un contexte où les prix sont déjà suffisamment prohibitifs pour les plus démunis d'entre nous, parce qu'on est parti de 569 francs, ce qui n'était pas évident. Et vous savez très bien que le déficit de contrôle de prix chez nous fait que dès que vous augmentez le prix du carburant, il y a un surenchérissement des produits de consommation courante que Mbarga Tangana, au-delà de tous ces bavardages, n'a jamais pu contrôler depuis qu'il est ministre du Commerce. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il le fera. Où est la MIRAP? Elle-même, elle a disparu entre-temps. J'attends dire qu'elle est en faillite. Donc, dans ce contexte, vous ne pouvez pas imposer un arrêt brutal de subvention à un peuple pour lequel vous avez le moindre intérêt. Maintenant, peut-être par la suite, on va revenir dans le fond des choses. Oui. Quelqu'un a parlé de la Sonara tout à l'heure. La modernisation de la Sonara est annoncée depuis 15 ans, sinon plus. Entre-temps, des DG sont allés en prison, d'autres sont morts, je crois, d'autres sont sortis. Où est-ce qu'on en est avec la modernisation? Parce que c'est par là qu'il fallait commencer. Et même, on va revenir tout à l'heure sur la structuration des prix, parce que moi, je ne suis pas totalement d'accord. Parce que pendant longtemps, je prends une taxe bien précise. Je pense que ceux qui mettent ce dossier vont en parler. Parce qu'il est temps maintenant d'ouvrir les dossiers et de dire la vérité aux Camerounais. On a prélevé une taxe spéciale sur le super, le gasoil, depuis de l'ordre d'environ 120 francs. Donc, pratiquement, la moitié était dévolue au fonds routier. Tout le monde sait qu'entre le prélèvement de cette taxe et son arrivée au fonds routier et l'utilisation qui en est faite, il y a un flou général que personne ne peut vous décrire. Dans un tel contexte, il faut une fois de plus sauver sa tête, parce que les bailleurs de fonds, pour continuer à s'endetter depuis l'atteinte du point d'achèvement, on est rentré dans l'endettement frénétique. Il faut sacrifier une fois de plus le peuple camerounais qu'on va abandonner à sa pauvre cause, longtemps plus tard. C'est entendu. Moi, je veux poser une question à deux volets à Boniface Zé. Le premier volet, pourquoi avoir attendu 5 ans d'abord? Et ensuite, cette question de taxe de 120 francs, il s'agit de quoi exactement? Je vous remercie pour vos questions qui me donnent l'opportunité de lever un certain nombre d'équivoques. D'abord, le réajustement, puisqu'il s'agit d'un réajustement qui a été opéré, est tout à fait technique. C'est un réajustement technique. Sur deux volets. D'abord, sur le volet du marché, parce que c'est un réajustement économique tel que l'a dit Roger Betala, d'abord sur le volet du marché et ensuite sur le volet budgétaire. En fait, il s'est passé que depuis la fin de 2008, c'est-à-dire début 2009, puisque les prix sont bloqués à la pompe depuis le mois de janvier 2009. Depuis le mois de janvier 2009, les prix intérieurs des produits pétroliers sont bloqués à la pompe. Et quand vous regardez la conjoncture pétrolière internationale, son évolution depuis cette date, elle a été exponentielle. Je vais vous donner les chiffres. Par exemple, en ce qui concerne le coût du Brent, c'est le pétrole brut de référence qu'on utilise au Cameroun pour le calcul des prix. Le baril de pétrole Brent en 2004 revenait à 35 dollars US, c'est-à-dire américains. En 2006, le baril est monté à 70 dollars. En 2008, il est redescendu à 41 dollars pour exploser dès 2009 à 105 dollars le baril. Et il a atteint aujourd'hui 110,43 dollars le baril. C'est-à-dire que le cours mondial du pétrole brut a plus que triplé en 9 ans. Et pendant ce temps, les prix intérieurs ont été stabilisés. Ce qui fait donc qu'il y a eu un déphasage entre l'affichage au niveau du marché intérieur et la conjoncture pétrolière internationale qui est évolutive. En fait, avant... Et qui paie la note pendant ce temps? Oui, je vais venir à ça. Mais il faut expliquer les mécanismes pour que les gens comprennent. Avant,
Par exemple, en 2009, les prix ont baissé à la pompe. Les gens semblent l'oublier. C'est parce que la conjoncture internationale était reflétée sur le marché intérieur. Nous avons baissé les prix successivement au cours de 2 mois avant de les bloquer. Nous avons baissé les prix en novembre de 2008 et en décembre de 2008. Et les prix de décembre 2008 ont été reconduits à partir de janvier jusqu'à maintenant. Et ça ne nous a même plus permis de bénéficier des bienfaits qu'on peut avoir au niveau du marché pétrolier international. Le problème se pose maintenant parce que la conjoncture est haussière. Elle peut baisser d'un jour à l'autre. Elle peut même revenir à 35 $. Il suffit par exemple qu'il n'y ait plus tous ces foyers de tension que nous avons partout et que ces événements permettent qu'il y ait une meilleure production pétrolière, ça va revenir à 35. Et là, on va dire qu'on doit prendre la conjoncture pétrolière internationale pour calculer les prix. C'est comme ça que ça doit fonctionner et c'est comme ça que ça fonctionne dans les économies développées, dans toute économie bien structurée. C'est pour ça que je parle d'abord d'ajustement technique. C'est-à-dire que c'est pour amener le marché intérieur à refléter autant que faire se peut le marché international, puisque tel n'est même pas encore le cas. L'État continue à supporter la facture qui sera maintenant autour de 200 milliards de francs CFA. Concernant les 120 francs CFA par litre de taxe spéciale, d'abord, il faut dire que dans tous les pays du monde, la meilleure assiette fiscale, ce sont les produits pétroliers. Je vais vous expliquer pourquoi. Et cette taxe existe dans tous les pays du monde, y compris la France, les États-Unis, dans tous les pays développés. Pourquoi? C'est la meilleure assiette fiscale. C'est-à-dire il y a une traçabilité qui est très, très visible au niveau du secteur pétrolier. On connaît les quantités qui sont en mouvement, on connaît les acteurs, les taux sont fixes et on peut appliquer ces taux-là et le recouvrement est plus facile, plutôt que de courir derrière un boutiquier de quartier qui va disparaître d'un moment à l'autre, ou bien derrière une petite et moyenne entreprise qui va changer de nom à tout moment et ainsi de suite. C'est donc cela. Et la pression fiscale au Cameroun actuellement, dans le secteur pétrolier, évolue entre 30 et 35%. Elle est de 75% en Angleterre. Ici, la pression fiscale n'est pas suffisamment forte et les économistes voudraient même l'avoir augmentée parce que je vous dis, c'est un domaine qui apporte des recettes sûres à l'État. Et ensuite, parlant donc du fonds, de la taxe spéciale, la partie qui revient au fonds routier. D'ailleurs, oui, 80 francs, oui, et 60. 80 francs sur le super et 60 francs sur le gazole. En fait, c'est une contrepartie. C'est pour financer la contrepartie du Cameroun par rapport au financement de ces travaux qui sont réalisés en collaboration avec l'Union européenne. Donc, que les gens ne racontent pas des choses. C'est-à-dire, l'Union européenne suit l'utilisation de ces fonds. Et si ces fonds, parce que l'Union européenne y met aussi de l'argent, et si ces fonds sont mal utilisés, l'Union européenne arrête sa collaboration. Et c'est pour ça que l'ajustement qui a été fait au niveau de la taxe spéciale est revenu au niveau qui permet au Cameroun de financer la contrepartie du Cameroun vis-à-vis de l'Union européenne. Alors, pour les travaux de routiers, c'est les routes en terre. Quand vous voyez, on fait ça partout. Vous allez prendre la parole tout à l'heure sur cette question. Je veux qu'on évolue un tout petit peu sur les mesures d'accompagnement avec vous, Félix Zogo, les mesures prises par le gouvernement. Est-ce que l'État ne pouvait pas faire mieux? Parce que quand on regarde comme mesure, on dit maintien du prix du pétrole, réduction de 50% du montant de l'impôt libératoire, révalorisation des salaires des agents publics et puis un début immédiat de concertation paritaire en vue de la révalorisation du SMIC. L'État ne pouvait pas faire mieux que ça? Mais s'il avait pu faire mieux, il l'aurait fait. Mais je pense que ce sont des mesures, ce qu'on appelle les filets sociaux, qui sont connus.
en matière de réduction ou d'arrêt des subventions, il faut placer des filets sociaux pour pouvoir amortir, n'est-ce pas, le choc. Alors, lorsqu'on réduit l'impôt libératoire de 50%, il faut s'interroger, et je vais parler sous le contrôle peut-être de Roger Bettal là-dessus, qui est assujetti, n'est-ce pas, à l'impôt libératoire. Ce sont les catégories sociales et même socio-professionnelles, donc en fait les contribuables les moins favorisés. Lorsqu'on vous réduit, n'est-ce pas, l'unique impôt que vous payez, parce qu'il faut savoir que l'impôt libératoire, lorsqu'on est assujetti à l'impôt libératoire, c'est le seul impôt que l'on paye. Lorsqu'on réduit, n'est-ce pas, nous sommes tous des salariés ici, s'il nous arrive de nous retrouver avec 50% de ce que nous payons comme impôt complètement absous, alors, mais c'est un avantage inouï. Je rappelle que cet impôt est payable, est payé trimestriellement. Donc, c'est-à-dire que tous les 3 mois aujourd'hui, ces gens vont se retrouver avec des économies qui vont se dégager, n'est-ce pas, de leurs revenus de cette mesure. Est-ce que ça ne pénalise pas, par exemple, les communes avec cette histoire d'impôt libératoire? Oui, mais ce sont des mécanismes qui font l'objet de calcul. C'est pour cela que, bien sûr, il faut sourire sur le fait que l'on pense que, n'est-ce pas, je me réjouis qu'ici, sur ce plateau, personne n'ait pensé à le faire, que, eh bien, on aurait découvert le 30 juin au soir qu'il fallait procéder aux augmentations et on a pris des mesurettes comme ça, je pense, sous le contrôle de cela. Non, c'est un travail qui se fait depuis très longtemps et les simulations sont faites pour pouvoir voir quelle est l'incidence de telles mesures, parce qu'on est dans une approche systémique. Lorsqu'on prend une mesure ici, elle va impacter, n'est-ce pas, tel domaine. Il faut voir la soutenabilité de cette incidence. Donc, tout cela a été calculé et on a pensé qu'il fallait aussi que l'État donne de sa part pour pouvoir amener le consommateur à supporter ce premier réajustement. Alors, vous me posez la question de savoir, on a parlé de l'impôt libératoire. Maintenant, il y a la taxe de stationnement. Ça concerne évidemment le secteur des transports et la taxe à l'essieu. Je rappelle que, contrairement à une idée encore qui se répand, eh bien, ce n'est pas du tout l'administration qui consomme le plus de carburant au Cameroun. L'administration, une étude de la Banque mondiale, encore une étude sérieuse, la Banque mondiale indique que l'administration ne consomme que 10% de tout ce qui est consommé en termes de carburant au Cameroun, loin derrière le secteur des transports et le secteur industriel et même le secteur agricole. Il ne vient qu'en 4e position. Donc, lorsqu'on réduit la taxe de stationnement et qu'on réduise la taxe à l'essieu, en plus de l'impôt libératoire, parce que ces gens-là, ils sont soumis à l'impôt libératoire, il y a déjà beaucoup de chemin parcouru pour cette première étape. Et maintenant, on a entendu également dire que, vous savez, les salaires, comment ils vont faire, puisque le budget 2014 n'avait pas prévu. C'est faire preuve d'une incurie incroyable que de penser qu'il y aurait un État au monde qui s'enfermerait dans un corset annuel à l'intérieur duquel il lui serait impossible de se réajuster. Nous savons que les ordonnances présidentielles existent. Nous savons que des lois de rectification, des lois de finances existent et qui donnent la possibilité aux chefs de l'État et aux députés de procéder à ces ajustements. Cabral Libye, sur justement ces mesures, d'aucuns estimaient que l'État pouvait faire mieux encore parce que vraisemblablement c'est le consommateur qui paye les frais. Non, écoutez, sur les mesures précises, là, celles qu'on a suivies, en plus de celles du renoncement à certains impôts, en tout cas la réduction de l'assiette fiscale. Écoutez, pour moi, ces mesures me font simplement sourire. D'abord, je commence par l'impôt libératoire. J'ai bien aimé ce que M. Zegou vient de dire. Oui, c'est vrai, on est toujours heureux quand c'est réduit de 50%. Il faut d'abord, c'est bien de voir qui est assujetti, il faut surtout voir qui est bénéficiaire. Les bénéficiaires de l'impôt libératoire sont connus. Ce sont les collectivités territoriales décentralisées. C'est d'ailleurs les collectivités territoriales décentralisées qui fixent l'impôt libératoire parce qu'ils diffèrent souvent. Donc, si vous jugez que dans votre accompagnement, la meilleure chose aujourd'hui, c'est d'en rajouter à l'indigence des collectivités territoriales décentralisées en leur privant de 50% de leurs revenus qui sont déjà suffisamment modiques, c'est une politique économique qui est certainement très porteuse, mais uniquement au Cameroun. Ça, c'est une chose. Maintenant, sur le SMIC, j'entends dire que c'est maintenant que ça entre en vigueur qu'on va convoquer la commission paritaire qui va revoir le salaire intermédiaire, interprofessionnel moyen général, qui est le SMIC, qui est à 28 216 francs, si c'est bien ce que j'ai compris. Mais, vous savez, une fois de plus,
Le problème du Cameroun, ce n'est pas d'avoir un montant qu'on appelle le SMIC, c'est de voir l'effectivité de cela. Quel est le suivi qu'il y a au Cameroun pour s'assurer que les personnes sous contrat perçoivent effectivement au minimum le SMIC. Chacun sait combien il paye son chauffeur, sa bonne chez lui. Allons voir si le SMIC. Donc ça, c'est des affaires d'annonce. Maintenant, sur le salaire de fonctionnaires. Mais quel est ce pays qui pense son émergence avec les fonctionnaires? Moi, j'ai quand même un souci. Le secteur privé, on parle toujours du secteur formel, du secteur informel. Le secteur formel, les fonctionnaires là-dedans, c'est 5% des 10%, donc la moitié des 10%, le secteur formel. Notre économie est dans l'informel. Donc si vous me dites que vous contenez, ou alors vous avez une politique économique basée sur la moitié du secteur formel qui est lui-même du 10%, moi ça me laisse simplement souriant. Parce qu'en même temps, vous avez vu le MECAM, le JICAM, ils sont montés au créneau pour dire, mais dans cette affaire, on apprend à la radio comme tout le monde qu'il y a augmentation. Quel est notre mot que nous pouvons dire là-dedans? C'est pour ça que je dis une fois de plus. Et puis vous savez très bien quel est le nombre de fonctionnaires qu'il y a au Cameroun. Il y a à peine 1 million de personnes qui émargent au budget de l'État par mois. Donc, vous voulez me faire croire que c'est ça qui va influer? Non, évidemment, ça va relancer. Qui fixe combien de Non, mais attendez. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Je dis simplement que, non, mais écoutez, augmenter les salaires des gens, c'est toujours bien pour une économie. Mais je vous parle de la portée réelle, puisqu'on parle d'économie. Et je voudrais dire à M. Zé, tout à l'heure, M. Zé, vous avez totalement raison. L'Union européenne veille au grain. Oui, mais les fonds de contrepartie, à moins que j'ai mal lu le budget, sont bien logés au Minepat. Il y a une ligne sur les fonds de contrepartie. Il y a un budget au fonds routier qui prévoit les recettes et qui prévoit l'utilisation des recettes. Donc, je veux bien que vous me parliez de tout cela. Peut-être que vous venez de nous révéler qu'il y a un doublon sur les fonds de contrepartie. On va bien vérifier ça par la suite. Moi, je dis simplement, M. Bouba, que arrêter la subvention, ce n'est pas mauvais. Le problème du Cameroun, ce n'est pas les annonces. Ce n'est pas ce qu'on dit là. Si on veut être sérieux et que nous parlons tous de notre pays, la transparence, c'est la première mesure d'accompagnement qu'il doit avoir aujourd'hui dans le secteur pétrolier. Je voudrais encore ce matin. Et puis, il y a une chose que j'avais oublié. Oui, je sors par là. Vous chutez sur la question. Oui, mais vous savez, j'ai tellement de choses sur cette question. Sur la question maintenant. Alors, M. Zé, parce que j'allais oublier, il a parlé du prix à l'international. Alors, j'ai ouvert mon ordinateur ce matin. J'ai vu le prix du Brent. 110 $. Si on convertit en francs CFA, 345 francs. Ça veut dire que le prix du carburant aujourd'hui est de 350, disons, sorti d'usine. C'est l'État qui fixe le prix du carburant. D'accord. Non, mais nous lisons les mêmes documents. Le prix sorti usine. C'est la matière première. Quel est le prix sorti usine, monsieur Zé, du carburant? Prix sorti usine, Sonara. Comment 330? Ça veut dire moins que la matière première? Donnez-nous le prix sorti usine, monsieur Zé. D'accord, ok. Pour arriver à 650, c'est l'État qui fait des rajouts. Sonara achète à 345. Vous voulez que la Sonara vende à 330? Quel est le prix sorti usine, monsieur Zé? Vous êtes la voix la plus autorisée. C'est 790. D'accord, ok. Et la structure des prix. Merci. Je Bon, obéissez à quoi? S'il vous plaît, je vais vous dire. Jean-Marc Pikoko, vous allez prendre la parole. Souffrez de prendre la parole juste après Roger Betala qui semble ne pas du tout partager la thèse développée par Cabral Libye. En fait, je dis, il faut bien comprendre la gestion d'une économie. Et pour bien comprendre la gestion d'une économie, il faut bien comprendre également les réalités économiques d'un pays comme le Cameroun. L'économie nationale est devenue aujourd'hui quelque chose de flexible, c'est-à-dire que c'est devenu malléable. On est sorti de la rigidité de cette économie-là. Il faut d'abord le comprendre. Et lorsque l'État prend une décision comme l'aménagement des prix des carburants, je le répète, c'est la conséquence d'une politique qui est mise en place pour résoudre des problèmes précis. Et je voulais dire à mon voisin et jeune frère et également aux syndicalistes qu'il est bon d'expliquer d'abord à ses adhérents et à ses amis quelles sont même les réalités de l'économie nationale aujourd'hui. Et que ce que l'État fait, ce que l'État prend comme décision, c'est pour améliorer cette économie nationale-là. Je prends par exemple les prix des carburants terrestres. En Guinée équatoriale, parce qu'il faut que les gens comprennent un peu, en Guinée équatoriale, le prix du super est de 500 francs CFA aujourd'hui. Et au mois d'août, la Guinée équatoriale a décidé
de revaloriser ce prix-là. Au Gabon, le prix est de 535 francs CFA. Lorsqu'on compare, on essaye de comparer et les quantités produites et la demande locale et les autres engagements de l'État, et on calcule ça en termes relatifs, on va se rendre compte relativement, dans le calcul économique, le prix au Cameroun est nettement plus bas de façon relative par rapport à ces deux États qui ont une production 2-3 fois plus importante que celle du Cameroun et qui en plus ont une population moindre. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Le deuxième point, je dis ceci. Les gens insistent en disant le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, on dit ceci ou cela. Nous ne sommes pas dans un vase clos. Nous devons tenir compte de ces gens-là parce qu'ils sont nos partenaires. Mais qu'ils sachent également que le gouvernement a un choix. Le Fonds monétaire international travaille sur ce que les économistes appellent des indicateurs de dimension, c'est-à-dire le déficit budgétaire, le taux d'inflation, le niveau de la balance commerciale. Le gouvernement ne peut pas travailler tout simplement sur ces indicateurs. Alors, le gouvernement doit ajouter autre chose que les économistes appellent des indicateurs de structure. L'accès aux soins de santé, l'accès à l'éducation. Il faut faire un balancement entre les besoins de nos partenaires qui sont le Fonds monétaire international, les exigences du Fonds monétaire international et des autres, et la réalité d'une politique économique. Et je dis, le fait qu'on a attendu 5 ans, qu'on ait saupoudré, qu'on ait retiré 35% de la subvention, montre la volonté du gouvernement d'abord d'être autonome dans sa décision politique, contrairement à ce que les uns et les autres disent, parce que le gouvernement, s'il était manipulé par le Fonds monétaire international, aurait pu retirer 70% de son soutien à ces prix et aurait même pu retirer la totalité. Il y en a qui attendaient 1000 francs le prix à la pompe. Il ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fait dans le sens d'une économie qui doit être gérée et qui a des engagements vis-à-vis de l'extérieur. Nous avons par exemple aujourd'hui, au niveau de l'indice d'endettement du Cameroun aujourd'hui, c'est bébé, selon Moody's et les autres. Bébé, c'est pas bon, le gouvernement doit partir de là. On s'est rendu compte que, compte tenu des programmes, des projets de développement qu'il faut financer, il nous faut avoir de l'argent à l'extérieur. Le gouvernement s'est dit, j'ai réduit un peu ma marge, ça me permet d'être solvable vis-à-vis de l'extérieur. Je passe de bébé à bébé+, ça me permet d'accéder à des financements plus importants et je peux faire face aux dépenses d'éducation, de santé, ainsi de suite. Donc, ce que je veux dire à mon ami au syndicaliste, c'est que la politique économique, c'est quelque chose qui ne peut pas s'improviser et qu'un gouvernement sérieux est obligé de jouer sur beaucoup de paramètres pour que l'économie marche de façon optimale. Et je crois que, contrairement à ce qu'il dit à la CRTV, il y a également des journalistes là-bas qui ont quand même un fond de pensée, qui ont quand même quelques connaissances qui peuvent leur permettre de sortir la ligne éditoriale et de dire à ceux qui nous écoutent, véritablement, ce qui est fait, c'est une décision sage. Ce n'était pas à l'emporte-pièce comme d'aucuns l'attendaient. C'était à base de deux politiques qui s'affrontaient, ceux qui voulaient la sortie et ceux qui voulaient qu'il y ait un moyen, le gouvernement a tranché pour la médiane. En tout cas, on le sait à la CRTV, hein, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on vous a sollicité sur ce plateau pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Sur les mesures, Jean-Marc Bikoko, je veux qu'on s'y attarde un tout petit peu. Est-ce que, par exemple, on peut s'attendre à la réduction du train de vie de l'État, par exemple, l'achat de véhicules et surtout la réduction des postes ministériels? Vous me prenez par le mot. Il faut dire que si ce que Betala dit se faisait, le Cameroun serait bien. Je vous rappelle que M. Zé a dit que le fonds routier, mon village est à 120 km d'ici, sur la région du centre. Pour arriver dans mon village, mes enfants sont allés là-bas le week-end dernier, mais c'est la catastrophe. Le fonds routier, aucun engin n'est passé là-bas depuis 10 ans. Et pourtant, mon village est situé entre deux unités administratives, Bourmakak et Nguibassal. Donc, il y a tout cela, c'est de l'argent qui est collecté et qui va quelque part, sûrement. Un. Et de deux, si tous les fonds, le Cameroun faisait donc ses choix politiques sans contrainte pour financer l'éducation, financer la santé, on ne serait pas dans la catastrophe des hôpitaux et autres où quelqu'un peut mourir parce qu'il n'a pas pu payer d'entrée ce qu'il fallait alors que lui, il avait des urgences pour sa santé. Donc, tout cela, c'est de la théorie alors que la réalité est autre. Maintenant, pour les mesures que l'État prend, que l'État annonce, l'État
lui, il est dans une logique. Vous vous souvenez qu'en 1993, un jour, le ministre des Finances dit qu'on coupe les salaires 70%. Ça a été fait comme ça, c'était fini. Il n'y a jamais un texte, peut-être qu'il est sorti, mais que nous n'avons jamais vu. Je rappelle que moi, je suis professeur de lycée, dont j'étais secrétaire général du syndicat des enseignants à l'époque. On n'a jamais vu un texte. On a coupé les salaires 70%, c'est du jamais vu. Aujourd'hui, un communiqué a décidé de la baisse des salaires. Et l'État, qui est un État démocratique, parce qu'il faut rappeler qu'on dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Une décision d'une si grande portée, avec des conséquences que chacun peut mesurer, n'aurait pas pu être prise sans qu'on ne se soit assis. Quelqu'un a dit là maintenant que le patronat même est surpris de voir, encore moins nous autres. Donc, l'État, lui, il annonce des mesures. Je laisse les autres impôts libératoires. Il a dit qu'il va revaloriser les salaires. C'est lui-même qui l'a dit. Et là, il a provoqué les fonctionnaires, surtout un syndicat comme le nôtre, qui demande depuis 20 ans le rétablissement des salaires à leur niveau de 93 et leur revalorisation pour tenir compte du coût actuel de la vie. Maintenant, ne l'avoir pas fait. La réunion du ministère des Transports de l'autre jour, on demande au représentant du ministre des Finances, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, il y a un comité qui est en train de faire des simulations pour voir avec qui. Je rappelle qu'on a été en négociation ouverte entre le gouvernement de 2012 à 2013. Le ministre des Finances n'est jamais venu et on n'a jamais pu s'entendre. Donc, le gouvernement du Cameroun, ce qu'il ne veut pas dire, et ça je dois le dire, c'est que, oui, je vais chuter, il n'y a pas l'argent dans les caisses de l'État. Depuis 6 mois, on a gelé tous les paiements en instance. C'est-à-dire que nous qui avions les rappels et tout, il n'y a plus rien. Et pour nous payer, l'État fait des mains et des pieds. Nous commençons à être un peu inquiets. Est-ce que l'État n'a pas pris cette mesure pour se donner une bouffée d'oxygène et essayer de boucler son année budgétaire? Et je rappelle au Camerounais que nous sommes en train d'aller vers une situation où le Cameroun risque de ne plus payer les salaires, mais lui il annonce qu'il va revaloriser. Okay. C'est pour ça que les mesures sont à revoir. Pendant que l'augmentation est immédiate, les mesures d'accompagnement viendront. Et maintenant, je termine pour dire que la Commission nationale consultative du travail, qui va revoir le SMIC et tout, n'a aucune capacité. Au mois de mai 2013, on s'est réunis pour la loi sur les syndicats. On a envoyé le document au Premier ministère. Jusqu'à présent, la loi sur les syndicats n'est jamais sortie. Donc, la Commission n'a aucun pouvoir. Ok. Félix Zogo, pour lui, ce sont des effets d'annonce. Il n'y a rien à espérer du gouvernement. C'est juste, c'est du vent. Je voudrais juste rappeler 2 points. Vraiment, je ne vais pas parler longtemps là-dessus. D'abord, un communiqué ne décide pas, il informe. C'est un communiqué de presse. Ceux qui connaissent les relations presse savent que c'est un moyen pour une institution, pour quelqu'un qui dispose d'une information à un moment donné, de porter cette information à l'attention du public. Le communiqué n'a donc pas décidé, il a informé. Ça veut dire que derrière, il y a une décision formelle qui a été prise. Alors, donc ça c'est la première précision. Deuxième précision, avançons. Avançons. D'accord, alors donc, mais le communiqué n'a pas décidé. Il ne faudrait pas penser, vous-même vous êtes fonctionnaire, vous laissez penser que l'administration n'est faite que de crétins. C'est quand même un corps d'élit. Et vous ne pouvez pas penser qu'on ait pris une décision par un communiqué. C'est entendu. Ce n'est pas juste. Maintenant, ce communiqué fait savoir que toutes les mesures qui sont annoncées sont d'effet immédiat. Le communiqué est publié le 1er juillet. Les salaires sont payés à quelle date? Au Cameroun. Pourquoi faut-il absolument verser dans des prédictions aussi apocalyptiques que celles-là, alors que nous avons quelques semaines seulement pour attendre? Peut-être nous retrouverons-nous ici, à ce moment-là, mon frère et ami Jean-Marc, on pourrait donc dire, voici maintenant tout le mois de juillet qui est passé, où est la situation? Vraiment, ce n'est pas responsable, n'est-ce pas, d'ameuter ainsi, n'est-ce pas, l'opinion publique sur des supputations. Donc, ces mesures, non, c'est de la prophétie et une prophétie macabre. Donc, vraiment, on ne peut pas, à l'heure actuelle, faire ce procès de mauvaises intentions au gouvernement, alors qu'on sait très bien que les salaires sont payés à la fin du mois,
entre, je pense, le 24 et le 26. Comme moi, je prends beaucoup de découvertes, donc je suis toujours décalé. Alors, donc, vous voyez que l'augmentation des salaires, moi-même, je l'attends aussi en tant que fonctionnaire. Donc, voilà, je voulais apporter cette précision, mais également, peut-être d'un mot dire, ramener un peu à quelque chose que Jean-Marc a dit tout à l'heure, c'est-à-dire s'agissant de que deviennent les recettes d'exportation du brut. Mais les recettes d'exportation du brut sont inscrites au budget. C'est inscrit au budget de l'État. Il n'y a pas un compte d'affectation spécial. Pour que ces recettes aillent vers la péréquation des prix, il faut mettre en place le compte d'affectation spécial. Et puis le Cameroun a été un pays qui a été jugé conforme. Conforme à cela. Donc, elles sont budgétisées et à ce moment-là, on les utilise de façon à gérer donc le pays. Alors, que doit-on comprendre finalement? Oui, finalement, je tiens d'abord à donner cette explication. La structure des prix au Cameroun est libéralisée. Ça veut dire qu'avant 1999, les prix des produits pétroliers au Cameroun étaient fixés par acte réglementaire, c'est-à-dire un arrêté du ministre chargé des prix. Ensuite, avec l'option de libéralisation de l'ensemble de l'économie nationale qu'a prise le gouvernement camerounais dès 1995, le secteur pétrolier a été libéralisé. Et cette libéralisation a commencé d'abord par la Sonara. La Sonara, avant, était subventionnée par la SNH à travers la mise à disposition du pétrole brut, dont les cours étaient bloqués à $25. Ça ne permettait même pas à la Sonara de pouvoir profiter des fluctuations du niveau international. Ça veut dire que la Sonara profitait quand les prix étaient élevés, mais quand les cours chutaient, c'était toujours à $25. Parfois, ça chutait jusqu'à $18. Et c'était toujours $25. C'est pour ça que je dis que c'est dangereux, je l'ai dit tout à l'heure, de dire qu'on ne suive pas la conjoncture pétrolière internationale parce qu'elle ne sera pas toujours haussière. Et maintenant, les gens demandent où est l'acte réglementaire. Il n'y a pas d'acte réglementaire parce qu'il ne devrait pas y en avoir, un point trait. C'est-à-dire que quand il s'agit d'une... Voilà la structure des prix indicatifs que la CSPH sort tous les ans et met ça tous les mois et met ça à la disposition des consommateurs pour que les consommateurs puissent savoir quel devrait être le niveau de prix compte tenu de la conjoncture pétrolière internationale. Pour ne pas laisser les consommateurs seuls face aux sociétés de distribution qui peuvent s'organiser en monopole de corporation. Alors, monsieur, voilà la vérité. Y a-t-il, moi je vous pose la question au niveau des prix, en dépit de ces récents réajustements, y a-t-il une différence entre les prix pratiqués chez nos voisins? Bien sûr qu'il y a une différence. Gebetala en a parlé tout à l'heure. Oui, j'ai donné le prix, par exemple, par exemple, Gabon, c'est 735 francs. J'ai tout ici. Oh, oui. Bon, je peux vous dire qu'au Sénégal, ça coûte 894 francs le litre de super à la pompe. Ils ne produisent pas. Qu'en Côte d'Ivoire, où on produit, c'est 741 francs CFA. Et qu'au Burkina Faso, le PIB là-bas, c'est 736 francs. C'est comme celui du Cameroun. C'est comme celui du Cameroun. Je vous donne des trucs à niveau de développement comparable. Oh, oui. Et qu'en Guinée équatoriale, comme l'a dit Roger Betala, vient d'augmenter, puisqu'eux aussi ils ont eu un problème de soutenabilité budgétaire, malgré la modicité des consommations. Parce que là-bas, il faudrait voir que les consommations sont très peu élevées et la subvention s'élève à peu près à 10 milliards, 10-20 milliards de francs CFA. Ça c'est soutenable. En conclusion, l'augmentation était inévitable. L'augmentation... Non, mais le mot inévitable n'est pas bon. Le mot inévitable... Attends, je vais quand même donner quelques précisions. Le mot, attends, s'il te plaît, je vais te laisser. Vous allez conclure. Non, tu vas conclure. Je dis, le mot inévitable n'est pas bon. Intervention. L'ajustement des prix fait partie d'une décision qui est favorable à l'économie nationale. Nous sommes en train de chercher la croissance et les économistes savent que la croissance se finance également par une légère hausse des prix. S'il n'y a pas, il faut financer la croissance. La croissance, ça se finance. Comment vous allez la financer si vous stérilisez l'économie? Mais pourquoi elle ne finance pas les revenus aux travailleurs? Justement, c'est ça qu'on a décidé. Pour qu'il y ait croissance, il faut qu'il y ait un pouvoir d'achat et qu'il y ait consommation. Je vais vous dire quelque chose. Mais l'investissement, le fait d'investir, et jamais, je vais donner une information qui nous échappe, qui répond au jeune homme.
le secteur privé augmente les salaires depuis près d'une dizaine d'années. Régulièrement, la dernière augmentation des banques, c'est à compter du 1er juillet 2014. Donc, dans le secteur, et l'économie camerounaise est devenue une économie libérale. Donc, l'État n'a pas imposé aux entreprises privées le niveau de rémunération. Et le JICAM et le MECAM qui se plaignent, je suis vraiment surpris. Alors, d'abord avec vous, et puis on va conclure avec M. Boniface. Oui, en fait, M. Betala disait répondre à ma préoccupation. Je ne sais pas si j'ai parlé des salaires dans le secteur privé. Mais non, vous avez dit que le MECAM et le JICAM étaient... Cabral, tu vois bien que tu conclus. Non, ils n'ont pas à être associés. Ils n'ont pas à être associés. L'État gère son État. En une minute maintenant, on va aller rapidement. Peut-être même en moins d'une minute. Voilà. Je voulais juste mettre en évidence la petite manipulation. Bon, elle est habile. En économie, c'est vous qui parlez de politique économique. On compare des pays en tenant compte du principe de parité de niveau de vie. C'est-à-dire, quand vous dites au Gabon, le SMIC au Gabon, c'est 150 000. Vous me dites que ce niveau de développement comparable, bon, c'est un peu insidieux de votre part, mais vous essayez d'argumenter. Le problème, il est ailleurs. C'est-à-dire, même au Burkina Faso, le SMIC, c'est 75 000. C'est largement au-delà du C'est ce Cameroun. qui est écrit. Mais entre ceux qui écrivent la réalité... Écrivons aussi même 100 000. Vous allez vous avez dit vous justement préciser les personnes de l'Afrique là-bas. Permettez à Cabral et 30 quand secondes. M. Bikoko, parce que ils font les effets d'annonce au en continent. dérision, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Non, pas du tout. Quand M. Bikoko dit que nos réserves de change à la BEAC sont en danger. Non, ils sont très importants. Confortable. Ils sont très importants. Nous sommes dans une émission d'information. Il faut donner l'information. L'information au Cameroun est et le ratio d'endettement. Vous me permettez, s'il vous plaît, Jean-Marc Bikoko, Roger Betala, permettez à Cabral. Ils n'ont pas bien suivi M. Bikoko. En réalité, M. Bikoko va dans leur sens. Parce que quand l'importation... Il est fonctionnaire comme nous, donc il à peut pas aller dans 40%. notre C'est pour sens. ça qu'on est tous d'accord qu'il fallait l'importation de produits pétroliers, ça coûte cher à l'État. On est tous d'accord qu'il fallait envisager d'arrêter la subvention. Mais personne ici n'ignore que le Cameroun est en guerre depuis quelques semaines, dixit le président de la République, et que des coûts de guerre sont suffisamment chargés pour l'État qui doit aujourd'hui trouver de l'argent pour suppléer à certains types de dépenses. Donc, moi je dis ceci, M. Bouba, vraiment pour sortir de cette affaire, je dis encore qu'en théorie, et je rejoins M. Bikoko, vraiment tout ce qui est écrit, c'est bien. Priver les communes d'argent, c'est bien. Au lieu de réduire le train de vie de l'État, c'est une bonne politique économique. On verra là où ça va nous mener. Ok, on ne va pas... Annoncer des augmentations avant d'entreprendre les mesures d'accompagnement, vraiment c'est la plus grande prospective dans la meilleure des politiques économiques. Allez-y, allez-y de l'avant. Vous le faites depuis 30 ans. 30 secondes. Oui, moi j'ai deux choses. La première. Je voudrais que M. Zé nous dise si, avec les mesures qui viennent d'être prises, les bateaux qui accostent à Douala et les avions achètent le carburant au Cameroun au même prix que nous. Informer le public. Deuxième chose, mon syndicat, qui est la centrale syndicale du secteur public, nous avons fait des propositions. Lorsque le gouvernement du Cameroun a choisi de multiplier les ministères par deux, d'en concasser ceux qui étaient déjà bien, comme le ministère de l'Éducation, pour créer 4 ministères en lieu et place d'un ministère, avec tout ce que cela comporte comme indemnité aux ministres, tous les 3 mois et autres, on leur a dit revenez à un seul ministère. Pour que cela, et qu'on réduise le budget de la présidence, qui est quand même exponentiel. Parce que la transparence veut que... Il est de combien? Le secrétaire général des services du Premier ministre, au vu de ce que nous avons, carburant, 2 millions de carburant par jour. 52 milliards, M. Par jour, chiffre. par jour. D'accord. 52 milliards. Donc, vous avez posé une question. Peut-être que c'est par l'hélicoptère que lui marche chaque jour. C'est écrit. Vous aviez deux Ce n'est préoccupations. pas la désinformation. Vous aviez Parce deux que nos propos préoccupations. sont 52 milliards. C'est 52 milliards. Jean-Marc Bikoko, vous aviez deux préoccupations. On va s'il vous plaît, on va permettre à Boniface Zé de vous apporter quelques précisions en sortie. Il ne s'agit pas seulement des bateaux, même des avions, vous avez oublié. J'ai dit bateaux et avions. Voilà. Bon, là, c'est des cours internationaux, c'est-à-dire que c'est les bateaux au long cours. Parce qu'il faut dire bateau, que quand un bateau est camerounais, il a un prix différent. C'est des bateaux au long cours et des avions qui font des vols internationaux. C'est une convention internationale qui veut que ce soit on leur donne un prix hors taxe. Ce n'est pas donner un prix. C'est un prix hors taxe. Vous avez posé une question. Laissez-moi répondre pour vous éclairer, sinon vous allez continuer à dire des bêtises. Ok. Bon. Merci. Je dis donc merci pour les jus. Non, vous énervez pas. Allez-y. C'est donc dire que c'est une convention internationale qui veut que... Il s'agit aussi de la même chose pour les représentations diplomatiques. Quand il y a réciprocité,
Et il doit donc y avoir aussi réciprocité à ce niveau-là, c'est-à-dire ces gens qui adhèrent à la Convention internationale IATA et ainsi de suite, ont donc un prix, c'est-à-dire aux taxes sur tous les aéroports qui sont dans le réseau. Ce n'est pas seulement au Cameroun, c'est la même chose. Sinon, ce qu'ils feraient, les compagnies aériennes feraient, c'est ce qu'on appelle le transport de carburant. Le transport de carburant veut dire qu'en partant du Cameroun, vous partez avec le minimum, puisque ça coûte cher. Le minimum pour aller prendre du carburant au prochain aéroport qui est votre escale et où les prix sont plus bas. Alors, et quand vous partez d'un aéroport où les prix sont plus bas, vous prenez le maximum de carburant pour ne pas consommer dans les aéroports. Et ce serait donc un segment de marché qui échapperait à nos compagnies. En définitive, maintenant, pour sortir sur cette question, y a-t-il péril? Vous concluez? Oui, la conclusion est que les mesures de réajustement, puisqu'il s'agit d'un réajustement qui ont été prises, l'ont été à deux niveaux. Au niveau du marché, comme je l'ai dit, et au niveau budgétaire, pour ramener la subvention à un niveau soutenable par le budget de l'État. Et commencer à refléter l'affichage international sur l'affichage intérieur. Donc, c'est un réajustement technique. Les gens en font tout un problème, mais l'État n'a pas abandonné les consommateurs. La subvention continue à hauteur de 152 francs CFA par litre, 153 francs CFA par litre pour le super, 334 francs CFA par litre pour le pétrole en pan, 172 francs CFA par litre pour le gazole et 4700 francs CFA par bouteille de 12,5 kg. En ce qui concerne le gaz domestique. Donner le prix de la bouteille de gaz. La bouteille de gaz réellement coûte 11 200 francs CFA pour le gaz. Voilà le prix de la bouteille de gaz. Okay. Merci. On ne va pas prendre le reportage de la semaine ce jour. Juste une petite transition pour prendre rapidement la deuxième thématique. Deuxième thématique consacrée au sport, Brésil 2014, quelles leçons à tirer pour les pays africains? On va aller au parc de course. Cabral Libye, sur les 5 représentants africains à la Coupe du Monde, 3 ont été éliminés au premier tour, 2 ont réussi à atteindre le cap des 8e de finale. Est-ce une bonne moyenne selon vous? Oh non, pas vraiment. Eu égard au parcours de l'Afrique quand même en Coupe du Monde. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. Mais les leçons, en fait, il y a des disparités dans des leçons à en tirer. Selon qu'on parle de l'Algérie ou du Ghana, et alors plus grave, le Cameroun. Je crois que l'Afrique a des efforts à fournir en la matière. Pour les pays qui ont promis des académies de football, il faut peut-être penser à les rendre effectifs ou effectives pour que nous n'ayons plus des bagarreurs, par exemple, sur des terrains, les gens qui veulent assassiner leurs adversaires, qu'on formerait, par exemple, en éthique. Et pour des pays comme l'Algérie, quand même, qui, au-delà de l'argent, on voit qu'il y avait le sens de la patrie, le sens du drapeau. Je pense qu'il faut capitaliser tout cela. Je pense même qu'au niveau de l'Union africaine, il y a toute une politique sportive qui est mise en place. Il faut simplement la rendre. Et peut-être sur le cas spécifique du Cameroun, je dirais simplement en un mot qu'au-delà de tout ce que nous allons dire autour de l'équipe nationale, j'ai échangé avec un de mes anciens de l'ESTIC qui me disait, certes, le label Cameroun est resté le même, mais c'est sa sociographie qui a changé. Du coup, quand les gens parlent des lions indomptables, ils ont toujours en esprit les lions de 82 ou de 90. Mais en réalité, les lions qu'il y a dans le label Lions indomptables sont devenus les lions de notre société actuelle, c'est-à-dire la société de l'incurie, la société de la corruption, la société où le patriotisme a disparu. Donc, nos lions sont en réalité le reflet de ceux qui nous gouvernent. Ok, Jean-Marc Bikoko, l'une des raisons pour la plupart, les 5 équipes, les raisons qui ont plombé donc la participation des équipes africaines, on parle de problèmes de préparation, mais davantage des problèmes d'intendance. Pourquoi cela seulement en Afrique? Non, disons que peut-être qu'on ne devrait pas généraliser les causes de la débâcle de l'Afrique à tous les pays, parce que d'autres pays ont leurs problèmes. Peut-être que 2 ou 3 ont eu des problèmes de primes. Le Nigeria a eu des problèmes de primes. Voilà, le Ghana a eu des problèmes de Cameroun. Mais pour ce qui est du Cameroun, moi, je n'ai pas été surpris. C'est normal, parce que ça aurait même été un scandale que dans le contexte de la gouvernance du Cameroun, dans le contexte
la situation du Cameroun aujourd'hui, que ce soit l'équipe nationale qui ait fait l'exploit là-bas. C'est-à-dire que le Cameroun s'est comporté et a eu les résultats qui correspondent à ce qu'on a préparé pour lui. Parce que le jour où on a enlevé Akono, Jean-Paul, pour imposer un entraîneur, malgré tout le bruit que cela a fait, et que après on ait laissé ce monsieur-là continuer, nous avons compris que on peut vouloir quelque chose et faire son contraire après. On parle justement de problèmes d'encadrement technique. On a vu certains expatriés qui étaient à la tête de ces équipes africaines arriver en dernière position. C'est le cas de l'Allemand qui entraîne le Cameroun, Finke, qui arrivait en dernière position. D'autres militent pour la piste des entraîneurs locaux. Vous croyez que c'est la solution? Moi, je dis qu'il ne faudrait pas que l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables, soit, disons, que le point faible, le tendon d'Achille du Cameroun aujourd'hui. Vous voyez, la Banque africaine de développement a amélioré le classement du Cameroun depuis le 1er juillet 2014. Nous pouvons déjà accéder au guichet intermédiaire. La Banque mondiale, 2 ou 3 mois plus tôt, l'image du Cameroun même s'améliore. Il ne faudrait pas que les Lions soient ce tendon d'Achille-là. Et je dis, en 2010, ils ont cafouillé. En 2014, ils ont également cafouillé. Il faut faire le ménage. Il faut faire le ménage. Faire le ménage, justement, c'est le problème des responsables fédéraux. On va le dire ainsi, les responsables ministériels. À Victoria, la base des Lions Indomptables, par exemple, quand on se rend compte que la distance la moins courte entre un site où les Lions devraient jouer est de 2300 km pour aller jouer et 2800, il y a problème parce qu'on se rend compte qu'effectivement les dirigeants sont là pour se servir et non servir le football. Alors moi je ne vais pas aller, je vais rester au constat que vous avez, vous y étiez, donc vous êtes mieux placé que de nous 5 ici pour pouvoir nous dire qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Effectivement, nous l'avons appris. Effectivement, prendre une décision, semble-t-il, sous la pression d'un joueur de l'équipe qui, lui, voulait être sur la plage, à côté de la plage, plutôt qu'à l'intérieur du pays. C'est tout un groupe, c'était pas seulement un joueur, c'est tout un lobby autour de l'équipe nationale pour prendre la ville de Victoria comme site. Comme site, à près de 2500, voire 3000 km de pour aller jouer à Manaus. Voilà, pour aller jouer. Le manager qui cède à une telle pression, si tant est qu'il y en ait eu, eh ben, nous devons faire le constat que, eh ben, il n'est plus un manager. Je ne voudrais pas, n'est-ce pas, stigmatiser qui que ce soit. Non, je pense que c'est un problème, le problème de notre football. Vous avez posé la question du management, disons, des résultats de l'Afrique. Et je conviens avec les autres panélistes ici que non, on ne peut pas généraliser cela. C'est-à-dire que quand on regarde comment les 4 autres représentants se sont comportés sportivement lors de cette compétition, aucun de ces 4 représentants, même ceux qui sont restés, ceux qui n'ont pas pu franchir l'étape du premier tour, à aucun moment n'ont été ridicules. Mais alors à aucun moment. Le Nigeria aurait pu passer devant la France. Devant la France, ça c'est sûr. N'oublions quand même pas qu'il y a un but qui a été marqué, qui a été refusé, et qui on peut faire basculer. Et dans le jeu même, on voyait comment le Nigeria montait en puissance. Idem pour le Ghana. Pour le Ghana également. Même l'Algérie. Même l'Algérie, naturellement. On a bien vu que l'Algérie, en 8e de finale, aurait bien pu, n'est-ce pas, passer. Mais la question aujourd'hui, ce n'est pas l'Afrique dans sa globalité. Je pense qu'il y a une progression au niveau tant organisationnel que technique en Afrique. Le problème, c'est le Cameroun. Le problème, c'est le Cameroun parce qu'on ne peut pas comprendre qu'avec un potentiel comme celui dont nous disposons au niveau, n'est-ce pas, des ressources humaines techniques, c'est-à-dire des joueurs, quand nous ne parvenions pas, au bout de je ne sais pas combien de participations aujourd'hui après 90, à franchir, si on exclut le cas de la France où on a été complètement spolié de notre question par un arbitre français, eh bien, le reste du temps, on n'a pas pu passer le premier tour. Évidemment, cela demande, et nous sommes très à l'aise de le dire, puisque le chef de l'État lui-même a ordonné une enquête, eh bien, il faut passer par un audit et tirer les conséquences de cet audit pour poser des actes sans aucune complaisance qui puisse nous permettre de repartir. Comment comprendre, par exemple, M. Boniface, cette histoire d'achat de match, de corruption autour de la rencontre Cameroun-Croatie? Il n'y a qu'au Cameroun qu'on entend cela. Oui. Fort heureusement, je le considère encore comme une rumeur.
puisque actuellement, nous n'avons encore rien de palpable qui puisse nous dire que ça a été cela. Bon, il y a des journaux étrangers, des médias étrangers qui ont enquêté et qui, semble-t-il, ont livré au public un certain nombre d'informations que je connais très mal. Mais il est sûr et certain, je vous ai dit au début, que le football maintenant a entraîné des enjeux financiers très très importants. Et là où il y a des enjeux financiers importants, il y a de la convoitise. Et là où il y a de la convoitise, il y a des déviances, parce que les gens veulent... Comme dans le pétrole. Ne répondez pas, Cabral. Gros intérêt. Répondez à ma question, ne répondez pas, Cabral. Je ne lui ai jamais parlé quand, quand il avait son temps de parole. D'accord. Cabral, c'est à vous que revient le dernier mot. En moins d'une minute, justement. Alors, on se rend compte qu'effectivement, on a non seulement un problème d'encadrement technique, et comment faire d'un encadreur technique qui accepte à amener à une phase finale Coupe du Monde 13 joueurs valides et 10 joueurs malades. Comment faire d'un management qui accepte d'aller prendre un site pour se faire plein les poches? C'est du chaos total finalement. Vous savez, vous parlez de Volker Finke. Ce monsieur, avec un peu d'hésitation, je l'avais traité un jour d'OVNI. Et je me rends compte finalement... OVNI. Et finalement, je me rends compte que j'avais raison. Mais le problème pour moi aujourd'hui, ce n'est plus Volker Finke, parce que pour moi, c'est du passé. Ce que je n'arrive pas à comprendre. Mais il va revenir là pour préparer les éliminatoires. C'est que tout le monde est rentré de la Coupe du Monde. Ses employeurs sont rentrés, ceux qui le payent, c'est-à-dire le ministre est rentré, le président de la FECAFOOT est rentré. L'employé est allègrement en villégiature au Brésil. Il n'y a aucun communiqué le rappelant à l'ordre ou le ramenant ici. C'est ça qui nous renseigne. Je précise que je l'ai laissé sur les plages de Victoria. C'est ça qui nous conforte dans l'idée qu'il est en balade au Cameroun. Peut-être qu'un jour, puisqu'il y a les audits désormais, on nous dira d'où est venu ce monsieur et qui est son complice. Parce que finalement, le comportement des uns et des autres aujourd'hui tend à montrer que ce monsieur va revenir et comme ils l'ont fait entrer nuitamment, ils vont le reconduire nuitamment pour le 2015 et la suite. Mais vous savez ma position sur la question avec mon association Vigipatrie. J'ai déjà annoncé des sittings et beaucoup de choses s'organisent pour que ce monsieur et d'autres, ah oui, sur ce point-là, on ne va pas transiger, sur ce monsieur et d'autres qui sont tapis à la FECAFOOT et au ministère des Sports avec les réseaux de corruption qui passent par le premier ministère pour échouer donc tranquillement à la présidence de la République, il faut que pour une fois que le président Biya rende au football ce qu'il lui a donné en 30 ans. En tout cas, prenez rendez-vous pour en savoir un peu plus jeudi prochain quand il sera à 22h15 au cœur du sport. Sera donc au cœur de la Coupe du Monde pour vous donner tous les détails de la participation de l'équipe nationale du Cameroun au Brésil 2014. C'est sur cette note, cher monsieur, que je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Boniface Zé, merci. Jean-Marc Bikoko, Félix Zoko, merci. Merci à vous, Roger Betala. Merci, Cabral Libi. C'est la fin. Rendez-vous dimanche prochain. Bien le bonjour.